Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Gregame, je suis Florian et aujourd'hui je suis accompagné de Pierrot. Salut. Et de Nicolas Normandon. Bonjour. Donc on est là pour discuter de Kiff Édition et de votre actualité, de votre parcours, de tout ça. Ouais, ça marche. On va commencer par Pierrot. Donc Pierrot, tu es connu dans le monde du jeu en tant qu'illustrateur. Depuis 2006. Depuis 2006. 2005, en fait, 2005, mais officiellement, enfin, édité 2006. 2005, c'était la micro-édition de Une ombre sur Whitechapel. Ouais, d'accord. Et vas-y, décris-nous un peu ton parcours. Alors, en 2005, je suis contacté par Bruno Catala. On discute sur son forum, puis par mail, puis par téléphone. On parle dessin, etc. Et il me propose d'illustrer la version de Une ombre sur Whitechapel qui deviendra Mr. Jack plus tard, chez Neuroludique, qui était tenu par Patrice Vernet. C'était un monsieur qui faisait des micro-éditions en fait, dans ce qu'on appelait dans des boîtes à chaussures. Il y avait 4-5 jeux qui étaient sortis comme ça. Et en 2006, du coup, Mr. Jack est devenu Mr. Jack. Enfin, Une ombre sur Whitechapel est devenu Mr. Jack, édité par Yves Menu, enfin par Hurricane. Donc c'était un jeu avec Ludovic Maublanc. À partir de là, en fait, à ASN 2006, le jeu sort. J'y fais des dédicaces. Il s'avère que c'est la première fois qu'un illustrateur vient faire des dédicaces à ASN. Et donc, du coup, ça me crée une espèce de petite bulle de contact assez instantané. Et j'enchaîne avec Ferti, Jacques Taléa, Matago, Repoprod. Et donc, ça va faire du Dice Town, du Ghost Stories, Cyrano, voilà, et je vais en enchaîner quelques-uns comme ça, et donc depuis 17 ans de carrière, je crois, 18, je sais plus, j'ai fait une 60aine de jeux à peu près, et depuis 2019, avec Nico, Gwen, Saddam et Madame Kika, on a monté Kiff Édition, voilà. Et donc maintenant j'ai double casquette, donc illustrateur et éditeur. Ouais, je vais revenir sur deux choses qui sont hyper intéressantes. Donc déjà en 2006, toi t'es en fait c'est assez particulier comme Bruno Catala te découvre. C'est parce qu'en fait, sur ton blog, tu as illustré les Chevaliers de la Table Ronde. Tu as réillustré les personnages du Chevalier de la Table Ronde. C'est pas comme ça ? C'est à peu près ça. En fait, le blog n'a jamais vu le jour. Parce que c'était souvent comme ça. Je voulais créer un espèce de blog sur le jeu de société. À l'époque, ça se faisait beaucoup. J'avais une table de joueurs qui était toujours la même. On était 4. Et je m'amusais à reprendre tous les jeux qu'on avait, les parties qu'on faisait. On faisait des tests et je créais nos avatars dans le style du jeu. Donc, service compris, on avait des têtes de champignons. C'était pas Dice Town, c'était le jeu de Rami chez Asmodée, illustré par Vincent Dutré, le cowboy. Mort ou vif. D'accord. C'était un jeu une espèce de Rami, une version de Rami qui était assez sympa. On s'était fait en cowboy, etc. Et Elixir, on était des sorciers et des sorcières. Et je voulais faire la critique des Chevaliers de la Table Ronde, qui était un jeu que j'adorais. Et je nous avais dessiné, et donc ce groupe de joueurs et de joueuses, et je nous avais intégré dans les cartes de loyauté du Chevalier de la Table Ronde. Et en fait, comme j'avais vraiment détourné les cartes de loyauté du Chevalier de la Table Ronde, pour faire l'un d'entre nous était félon et les autres étaient loyaux, j'avais demandé l'autorisation à Bruno Catala, puisqu'il avait un forum à l'époque, il était sur un forum avec Ludo, Bruno Feduti et Serge Laget. Ils avaient un forum, et du coup j'étais allé poser la question, et il m'avait dit non mais c'est pas à moi qu'il faut demander, c'est plutôt à des vendeurs qui sont assez taquins sur le truc. Et du coup c'est comme ça, il avait vu les dessins, il avait dit ah mais c'est toi qui as dessiné ça, et c'est comme ça que c'est parti. Mais du coup j'ai jamais fait le blog. Ok. J'ai plein de dessins mais jamais le blog. Ouais. Et l'autre chose hyper importante aussi, c'est que c'est toi qui as lancé cette mode, cette façon de faire, d'aller dédicacer en festival en tant qu'illustrateur. Ouais, alors je sais que Julien Delval, l'illustrateur historique de Des Vendeurs, avait fait une séance de dédicace parce que j'avais voulu y être à Fireball, je crois, à Paris, pour les Chevaliers de la Table Ronde, il me semble. Et je savais que ça se faisait. Voilà. Et moi, comme je venais initialement de la BD et je voulais faire de la BD quand j'étais jeune, je voulais faire de la BD aussi parce que je voulais dédicacer et parce que c'est vraiment un moment que j'adore en fait. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et quand je suis arrivé à Essen, en fait, c'était Bruno Catala qui m'avait dit il faut vraiment que tu viennes à Essen. Donc on avait fait une voiture avec la bande de la French Connection, ce qu'on appelait la French Connection à l'époque. Donc c'était Ludovic Maublanc, les deux Bruno et Serge. Donc on est monté à Essen et il m'avait dit mais tu pourras dédicacer. Je lui avais dit ouais mais je crois pas que les gens ils ont envie qu'on leur salisse leur boîte, etc. Il me dit mais si je pense que oui. Et puis effectivement on s'est retrouvés, on n'avait pas prévu d'horaire de dédicace, c'était complètement à la volée. Moi j'avais pris des feutres et tout, et on est sur le stand, on découvre les premières boîtes et tout. Il y a je crois même que c'était le mercredi soir, c'était même pas le jeudi matin très tôt, et on est là, on découvre les boîtes et il y a un monsieur qui arrive avec une autre bande de je pourrais avoir une dédicace Bruno, et Bruno fait sa dédicace. Et Bruno dit il y a Pierrot, si tu veux il te fait un dessin.
Ah ouais, à fond. Et là, en fait, je m'en rends pas compte. Déjà, j'avais pas du tout essayé, donc je m'aperçois que chez les bords de boîte, ça va. Que donc tu dédicaces dans le fond couvercle, de boîte, dans le couvercle. Ouais. Et en fait, je m'aperçois que la position est absolument pas celle que j'avais imaginée. Je suis hyper nerveux, c'est ma première. Et à ce moment-là, le gars me dit, je voudrais Bruno nu. Ça m'a décontracté. Là, il y a une dédicace de Bruno nu qui a été ma toute première dédicace ever dans un jeu de société dans Mr. Jack. Parfait. Et surtout, ça a eu beaucoup de succès parce que du coup, le bruit a tourné et à partir de là, ça a été. Donc même si tu l'as pas, on va dire inventé, en tout cas, tu as popularisé cette façon de faire. Et particulièrement à Essen. Ouais, ça, et on découvre maintenant partout à Cannes, etc. C'est ça. Oui, ça a été. Après, en fait, comme moi j'aime bien ça, et qu'on a vu que ça marchait parce que pour le coup, ça crée vraiment une file d'attente de fou. Moi j'ai fait ça à Cannes, j'ai fait ça en 2007, j'ai fait ça à Cannes, et du coup j'aimais faire ça en fait. Et c'est toujours des moments chouettes et les gens aiment bien et c'est devenu ritualiste. Oui, c'est un petit rituel maintenant pour beaucoup. Ouais. Trop cool, parfait. Voilà. Nico, on passe à toi. Voilà. Non, donc Nico, toi t'es un vieux de la vieille dans le milieu Je suis pas vieux. Si, un petit peu. Non, je plaisante. Mais ça fait longtemps que t'es là dans le milieu du jeu de société. Ouais. En tant que joueur, très longtemps. Ouais. Aussi testeur. Enfin, bêta-testeur, t'avais aussi fait ouais, dans des c'est comme ça que j'ai commencé en fait. Vas-y, explique-nous un peu. Alors, c'est quand je suis arrivé à Paris pour bosser. J'avais pas beaucoup de jeux. Avec ma première paye, j'ai dû acheter. Comment ça s'appelait ? Les Dragons du Mekong. Faut que je parle dans le micro. Ouais. Donc, j'ai acheté les Dragons du Mekong. C'était le premier jeu de ma ludothèque de jeux modernes. Et après, j'ai contacté des gens qui faisaient du jeu en ligne. Et c'était Fabien Gridel et Nathalie Gentil. D'accord. Et en gros, il faisait un site qui s'appelait Ludagora. On pouvait jouer au lièvre et la tortue en ligne. Alors, c'était que du tour par tour. Mais c'était chouette et j'avais envie de participer. Donc, je leur ai demandé si je pouvais. Ils m'ont donné rendez-vous à la boutique Fireball sur Paris, qui est une boutique tenue par Cyril Demeg. D'accord. Le patron d'Istari. À l'époque. Ouais. Et je suis allé là-bas. J'ai dépensé tout mon salaire pour acheter des jeux tout le temps. C'était pas bien. Et on a testé les jeux Istari en avant-première, on a aidé au réglage. J'étais au contact de toute la team Istari, c'était cool. Donc on a testé Kelus, c'est 4 à 5 parties tous les soirs. C'était génial. Et j'ai commencé comme ça. Puis un jour, j'en ai eu marre, j'ai voulu faire un jeu à moi tout seul. Comme au boulot, il y avait un temps mort en interprojet. J'ai pris en photo un artwork, je l'ai imprimé, c'était mon plateau de jeu. J'ai cherché des trucs à mettre dessus, j'avais des zombies, je les ai jetés dessus et paf, c'est comme ça que j'ai créé mon premier jeu zombie. Et donc, Zombie. Alors, juste, on va faire une petite aparté. T'as cité deux noms, Fabien Gridel et Nathalie Gentil. Ouais. Fabien Gridel, du coup, c'est l'auteur de Turing Machine avec Johan Levé. C'est ça. Ça vous permet Crasset, pour ses intimes. De localiser un peu la personne et de voir qui c'est. Et par contre, Nathalie Gentil, je vois pas de. Elle n'a pas fait de jeu. Elle est dans la Istari Team depuis le début. Très bien. En gros, écriture des règles, relecture, réglage des jeux. Ok. Voilà. C'est quelqu'un qui joue beaucoup, qui a une analyse technique assez impressionnante et qui programme aussi. Donc c'est pour ça qu'elle s'était lancée dans la programmation de ce site. Au top. Et donc tu dis, donc là, tu as eu l'idée donc, de créer un jeu de société, partie d'un artwork que tu as trouvé au boulot, c'est ça ? Ouais, c'était un magnifique artwork d'une petite ville américaine. C'était super chouette, c'était un grand artwork au mur. Et je l'ai fait en photo. Ok, et donc là, ça va vous faire bondir sur c'est quoi ton travail ? Ah, mon vrai boulot, le film qui me fait vivre. Alors, je travaille à Ubisoft, je fais des jeux vidéo depuis 23 ans et demi. Et donc, on comprend du coup que tu es en contact avec des artworks fabuleux d'artistes pour qui travaillent pour Ubisoft. Pour info, je me rappelle son nom, sinon c'est ridicule. Après, vous êtes fort en cinéma ? En cinéma, ça dépend, dis-moi. Le Broca, Philippe Le Broca. Ouais. Et c'est pas lui. Même si c'est lui. C'est son fils en fait. D'accord, C'est son fils qui avait fait un artwork au mur. C'était hallucinant quoi. Et donc ça a servi de premier plateau Alexandre Broca. Et il était concept designer, sculpteur, il faisait du cara design, c'était un mec impressionnant. Il avait fait un artwork au mur hallucinant. Et je me suis dit ça c'est un plateau de jeu. C'est trop beau, c'est un plateau de jeu. Donc je l'ai imprimé, je l'ai pourri parce que je suis nul en Photoshop pour faire des zones de jeu et tout. Et c'était devenu mon plateau de jeu quoi. Ok. Et donc on est en quelle année à peu près ? On est en 2003-2004, là, je pense. D'accord. Et donc, ça viendra donc Zombie, la blonde, la butte et le truand, qui sera édité par Asmodée, qui sortira en 2004 ou 2005. Ouais, 2005. Et donc, qui s'appelle Mall of Horror. En US et en français, Zombie, la blonde, la brute et le truand. Ouais, c'est ça. Et donc, avec la couverture fabuleuse de... Alexis Briclot. Alexis Briclot, qui maintenant travaille pour Marvel et pour... Voilà. Et qui a fait entre-temps un passage à Magic, etc. Il faut être honnête que pour un premier jeu, ça claque un peu. Ouais, c'était chouette. Hein. Ouais, t'as été gâté quand même. Ouais. Et donc ce jeu sort en 2005. C'est ça.
Il a un beau succès d'estime. Alors il sort en France, aux US. Il y a un deuxième tirage en France, je crois. Un petit succès sympa. Ouais. Moi, je suis super content. Tu m'étonnes. Je crois que je suis auteur de jeux, donc après, je fais plein de protos qui finissent tous à la poubelle tellement ils sont merdiques. Et je fais plus de jeux pendant longtemps après. En sachant que quand même, la Blonde, la beauté de truand, ça a quand même marqué les gens de l'époque parce qu'on n'avait pas beaucoup de jeux d'enfoirés comme ça. On avait toujours les traditionnelles diplomaties, mais on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et là, on avait un jeu d'ambiance et de trahison qui était dans un environnement pop culture urbain avec des zombies, et c'était très chouette de vivre ça. Moi, je sais que j'avais la boîte dans mon coffre de voiture tout le temps, et à la fac, dès qu'il y avait une pause, dès qu'il y avait un prof qui venait pas, on sortait la boîte et on jouait. Donc j'ai fait plus d'une 50aine de parties. Moi, c'était pour la petite histoire, et je le connaissais pas Nico à l'époque. Moi non plus. C'était le jeu qui me faisait le plus rêver parce que j'avais vu un retour des ludopathiques où on voit Croc jouer à ce jeu et où il y a un commentaire comme quoi ça a l'air super, et en fait quand le jeu sort, la couve c'est Alexis Briclot, je trouve ça magnifique, je l'achète sans connaître le jeu, et c'est la première fois que je joue à un jeu justement avec ma table de joueurs de l'époque, où je joue à un jeu où à un moment on me pose la question, on me dit mais ça on peut faire, passe-moi les règles. J'ai dit attends, les règles elles sont un peu confuses, je les ai lues, vas-y, pose-moi ta question, c'est bon. Il dit mais est-ce que je peux mentir? Et je me suis aperçu que c'était la première fois qu'on faisait un jeu moderne, c'est-à-dire où il y a des choses qui se passent en dehors des jeux, en dehors des clous en fait, en dehors des règles. Et ça a été un jeu qui a été hyper marquant pour moi, c'est un de mes jeux préférés, ça l'est toujours. J'ai toutes les versions, j'en ai quelques-unes, on va expliquer après. Voilà. Et c'est un jeu qui est génial, c'est un jeu, mais par contre qui est d'une méchanceté absolue. C'est les gens qui sont méchants, pas le jeu. Et je vous raconte l'histoire des ludopathiques, effectivement. Dans la STR Team, on avait Adrien Martineau, qui est un fidèle des ludopathiques, et qui m'a un peu coopté pour que je puisse y aller. Donc j'étais tout timide, je connaissais absolument personne. Je suis arrivé de très prétentieux avec mon proto sous le bras. Et je m'installe à une table. À côté de moi, il y avait un Ludovic Maublanc avec son premier proto de Cash and Gun, qui s'appelait Killing Dog, je crois, ou Kill Dog, je sais plus. Moi, j'ai vite rangé mon jeu quand j'ai vu ça. J'ai dit, putain, c'est trop bien. J'ai trop envie juste de faire ça. Donc je me souviens avoir acheté des guns une semaine après, puis avoir demandé à Ludo les règles juste pour pouvoir jouer. Bon, après, j'ai ressorti mon jeu. Il y a eu des parties catastrophiques. Mais derrière moi, il y avait Croc. À un moment, il vient me voir, il me dit je peux le prendre le jeu, et il est parti avec. Ah, super. Et il m'a appris plus tard qu'il avait une idée de faire un de ses premiers jeux qui s'appelait Gore. Alors, c'était très vieux, c'était dans une boîte VHS qui était vendue, etc. Et il travaillait sur Gore 2 qui était un peu le même principe que le zombie, mais il n'y arrivait pas. Et il a dit moi j'ai envie de le faire comme ça, c'est déjà fini quoi. Donc c'était un peu un coup de chance. J'ai pas du tout de rendez-vous, de présenter le jeu, rien de tout ça. Ça m'est tombé tout cuit dans le bec, donc c'était cool. Bah ouais. Donc 2005 il sort. Ouais. Ensuite il a une vie. Ça s'arrête, l'édition s'arrête assez vite. Repoprod récupère les droits. Alors c'est plus compliqué. À un moment, Croc me dit aux US le jeu marche bien, ils veulent une extension. Je travaille sur une extension. Je l'envoie à Croc, puis j'ai pas de nouvelles. Puis un jour, je croise Marc Numes, le patron d'Asmodée et Croc, à Essonne. Je tombe sur eux. Et là, ils sont un petit peu tout gênés. Ils me disent on va pas faire la suite de ton jeu. Par contre, on en a parlé à des gens et ils aimeraient refaire une nouvelle version. C'est Cédric et Thomas de Reproprod. Alors moi, je suis super content parce que Reproprod, c'est un peu un truc de fou, quoi. Donc je suis super content. Je les rencontre et puis ils me disent non, on veut pas l'extension. On va retravailler, on va faire un jeu. À l'époque, c'était Cédric, c'était Monsieur Plus. Il fallait qu'il y ait toujours plus dans la boîte. Donc sur le proto que je leur envoyais, j'ai pas mal réfléchi. J'avais une tour en 3D, j'avais mis plein de personnages, etc. pour faire plus. Puis bon, on a bossé beaucoup de temps ensemble et c'était chouette. Et c'est sorti en 2012. D'accord. À Essonne. C'est ma première sortie Essonne, c'est trop cool. C'était bien, il y avait la carte promo tronçonneuse. Quand on précommandait le jeu, on avait le t-shirt rouge avec... Ou le string. Ah ouais, moi j'ai le t-shirt. Moi j'avais eu aucun des deux, je précise. T'as pas précommandé? Ouais, j'avais pas précommandé. Voilà. Et alors en fait, pistonné. Ce qui était fou, c'était de faire un jeu chez Repos à l'époque, enfin encore aujourd'hui je pense, parce qu'il venait de sortir de Seven Wonders et de tout un tas de titres, ce qui fait que quel que soit le jeu qui sort, il y a une masse de gens qui viennent acheter le nouveau Repoprod. Et ils avaient mis une petite affichette avec marqué le designer du jeu, et les gens ont compris le dessinateur. D'accord. Donc tout le monde m'a demandé des dessins. Et j'ai fait un nombre de dédicaces hallucinant. J'ai eu un de ces dessins. C'est douloureux. C'est pas douloureux. Et c'est marrant parce que les gens venaient acheter le nouveau Repoprod et pas spécialement mon jeu. Tout à fait. Donc des fois le lendemain les gens venaient m'engueuler parce qu'ils s'étaient fâchés avec leur petit ami, c'est arrivé, ou venaient me remercier parce que enfin un jeu où on peut se taper dessus et où il n'y a pas de filtre quoi. C'est vraiment un jeu où on peut être méchant quoi. Ouais. Et en fait ils avaient la première version était très très épurée.
avec tout était symétrique. Et en fait, la symétrie se créait dans ta façon de jouer et dans la parlotte, et puis dans tes trahisons, dans tes voilà. Là, ils avaient fait quelque chose où chaque personnage avait des pouvoirs particuliers. C'est ça. Et ils avaient fait un plateau 3D avec également un système d'antidote en fin de partie. Oui. Donc je trouvais ça. Moi perso, j'étais un fan de la première heure du premier jeu, et quand j'ai vu qu'il y avait plein de personnages à expliquer différents. À la fin que la partie se terminait, mais attention, si t'avais pas les antidotes, et ben en gros tu perdais encore des personnages, tout ça. Je trouve que ça me cassait mon petit plaisir de jeu qui était en fait j'adorais le concept de pouvoir détruire la tour, de faire plein de choses qui étaient très chouettes, parce que quand tu détruis la tour tu pouvais écraser les mecs qui étaient dessous. Il y a vraiment un truc sympa. En fait ce que je trouvais, moi, en fait, la sensation que j'avais avec City of Horror, qui reste une autre version de jeu, c'est pas Zombie Blanc, c'est pas le même jeu, c'est vraiment pas le même jeu. Et pour le coup, moi, ce que j'aimais dans dans Zombie Blanc le truand, c'est que tu joues avec les joueurs, en fait. Tu oublies complètement qu'il y a un plateau. Parce qu'il y a un plateau, il y a tout ça, et c'est indispensable. Par contre, c'est vraiment autour de la table que ça se passe. En fait, c'est les gens, tu joues les gens. Ouais. City of Horror se transformait un peu plus en jeu de plateau, je trouve, parce qu'il y avait des figurines, des standees en carton, il y en avait beaucoup, il y avait la tour, il y avait le machin. Ouais. Ça devenait plus un jeu de plateau, et moi, j'y perdais, mon attrait pour le côté juste, parce que Zombie la Blonde de Truand, c'est un loup-garou de trahison, en fait. C'est presque ça, hein. C'est un jeu où on va tchatcher énormément, se faire des promesses, ne jamais les tenir, et perdre des amitiés. C'est ça le but. C'est ça. Mais le 2, pour moi, je faisais toujours la même comparaison. Le zombie, c'est Alien, et City of Horror, c'est Alien, c'est le 2. Ouais. On a mis des sous, il y a James Cameron qui arrive, et voilà, vous allez voir ce que vous allez voir, quoi. Et c'était un petit peu ce but-là, c'était d'avoir des sensations filmiques. Je lance une grenade, ça fait prendre le feu à la tour qui s'effondre, et j'ai pas d'antidote pour survivre. Voilà, c'était vraiment une espèce de truc plus avec des trucs qui pouvaient se produire en chaîne, et c'était hyper chouette. Oui, complètement. J'ai un seul regret moi sur le jeu, c'est le setup qui est trop long. C'est ça. Mettre en place le plateau, c'est trop long. Et ça gâche un peu ce plaisir dont on va jouer dans un quart d'heure. Mais sinon, moi je les aime tous les deux autant, mais c'est deux jeux différents. On peut détester l'un et adorer l'autre. J'ai des gens qui me disent on déteste Zombie parce que voilà, c'est trop bure, c'est trop autour de la table justement, et on préfère City. Je comprends. Et donc alors 2012 il sort. Ouais. Pareil, il a sa vie qui est chouette. Et derrière on rebosse ensemble. Attends, on crée Greg Games en 2018, et très vite on discute de pouvoir retravailler sur ce jeu. Ouais. Parce que c'est un de nos jeux préférés, tant qu'à faire. Si on a créé Greg Games, c'est pour faire des jeux qu'on kiffe. Donc, voilà. Donc on en discute, et je sais plus quand est-ce qu'on signe, 2020 ou 2019, je sais plus. C'était un été. Ouais. Bon, en tout cas, on signe le jeu, et puis derrière on repart sur du travail du dev, en repartant plus sur la première version, nous. Bah en fait, moi j'avais une frustration sur le 1, c'est l'écriture des règles. Je savais que t'allais dire ça. Alors on va repartir sur la History Team, on est à Essonne. Ouais. J'ai les règles sur lesquelles je travaille. Je suis pas très fort en règles, c'est mes premières que j'écris. Et j'ai Dominique Baudin, auteur de Vitrail, Witness notamment, qui est dans la History Team, qui est un prof de maths et qui est très carré. Et il m'aide à écrire les règles. On passe une soirée pendant que tout le monde joue, boit des bières, mange des pizzas frites et tout à Essonne. Et nous, on bosse sur les règles de ce jeu-là. Donc encore merci à Dom. Il me fait des belles règles, on les retravaille et tout. Trop tard, j'étais parti en prod. Donc il n'y a jamais eu cette version des règles-là. Et les règles, elles étaient bien parce qu'elles ne faisaient pas peur. Elles étaient assez concises, mais il manquait plein d'exemples, il manquait plein de trucs. Donc j'avais cette frustration-là déjà. Et la deuxième, c'est que le jeu pouvait s'éterniser. À 6 joueurs, le jeu pouvait être très très long, et il y avait des tours, les dés ne marchaient pas, etc. Et j'avais envie de retravailler ce côté-là. Et quand toi tu viens me voir et tu me dis on le rebosse, je dis bah oui, on va corriger ces défauts-là, on va le rendre encore plus efficace, encore plus bourrin. Toi, tu as rajouté l'idée des petites variantes, d'avoir des variantes, et puis l'idée de les débloquer sur un tableau. On avait mon frère pour nous écrire des textes d'une noirceur totale. Ouais, c'est trop cool. Et voilà, c'est un bonheur de le revisiter et de pouvoir rejouer à cette version encore plus améliorée, et puis surtout qui est disponible en boutique, parce que le premier est plus trouvable, quoi. Ouais, là du coup vous avez, si vous étiez fan, enfin comme on dit, il y a 3 versions différentes, mais la première et la troisième sont assez proches. Oui. Donc si vous avez vraiment envie de jouer à la première, là, vous aurez les mêmes sensations sur la troisième. Voilà, on est un jeu peut-être un peu plus abouti au final. Abouti, avec un rythme permanent, c'est ça. Qui c'est ce qu'on voulait en fait. Et d'une durée de 3 quarts d'heure fixe, quoi. On sait que ça va pas déborder et que ça va être très 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 méchant. Ouais. Et dis donc, vas-y alors. Et dis donc, oh là là. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, entre temps, t'as fait d'autres jeux. Ouais,
Pas beaucoup. Alors j'ai fait quoi? Il y a Bahamas. Il y a Bahamas. Alors Bahamas, Case. c'est une histoire spéciale, Bahamas, parce que je voulais faire la suite de la trilogie Zombie. Ouais, Et je voulais faire un jeu minimaliste en une carte au début. d'accord. J'ai pas trouvé, mais je cherche encore un jeu en une carte qui soit pas chiant. Hein. Et c'est transformé à, donc c'était Mall of Horror le premier, City of Horror le deuxième, et le troisième c'était Boat of Horror. On était sur un bateau, on était attaqué par les zombies, on se battait pour des antidotes. Et le jeu marchait pas mal, mais c'est un jeu de zombies sans zombies. D'accord. Et donc quand on l'a signé chez Matago, ils m'ont dit c'est bien mignon tes zombies, mais il y en a pas. On les voit pas. Bah oui, ils sont dans l'eau et tout. C'est quand on va atterrir sur le bord de la rive, on aura des zombies, mais là on en a pas. On se fight juste pour l'antidote. Et donc on a très vite voulu bosser avec Pierrot dessus. Et ben c'est lui qui a trouvé le thème de faire des parachutes et se battre pour des parachutes. Et ça c'était Point rigolo. break. Point break. Ouais, Quoi. c'est ça. Donc on est dans un avion qui se crache et on C'est doit ça. avoir à la fin un parachute et puis du pognon, c'est ça? Ouais, le plus Voilà. de pognon Ouais. possible si Et tu il fais y a partie de ceux qui ont Un parachute de moins que 2 joueurs. Ouais, Voilà. c'est ça en plus. Et donc c'est C'est un jeu démerdé. gentil aussi. Mais non, Ce le qu'il jeu faut est gentil. savoir- Tout le ce monde qu'il peut faut s'en savoir, sortir, c'est que sauf un. ce jeu a fait un Essen quand même. Oui. Boat of Horror, ça a été un Essen. Alors, c'est 2014, 2015 peut-être, je sais plus. Bah, attends, il y a eu 3 ans de dev, c'est tous les 7 ans. C'est un calcul scientifique, donc doit être 2018 peut-être. Ah ouais, si. 17. Bref, c'est un jeu et Antoine Boza disait c'était le jeu où on jouait tous les soirs. On en a fait, mais je sais pas combien de parties. Nayad était hyper fan. L'illustrateur Nayad Ouais, voilà. était hyper fan. Il voulait être de toutes les parties. Voilà, il y avait Kevin, on y jouait tout le temps. C'était vraiment D'accord. le jeu auquel on jouait et je voulais absolument faire ce jeu en tant qu'illustrateur. Et effectivement, quand Matago nous a dit bon, bah, pour le thème, c'est un problème. Et là, on s'est dit mais Point Break quoi. Moi, je faisais du son en parachute. Je trouvais ça trop cool de mettre des parachutes et tout ça. Et on s'est lancé là-dessus. Ouais. Très bien. Je pense que le thème il est un poil plus consensuel, peut-être il fait peut-être moins peur en plus aussi ce côté. Et puis ça sort en plus de l'ordinaire. On n'a pas beaucoup de C'était jeux, plus c'est original en fait au Ouais. final qu'un jeu de zombies. Ouais. Surtout que moi, le thème de zombies, j'y connaissais rien avant Zombie. J'ai vu tous les films de Romero après. D'accord. Quand les gens me disaient ah mais ça fait penser au film de Ouais, Romero, je dis de quoi carrément. vous parlez? Alors j'ai regardé La Nuit des Morts. C'est rigolo parce que genre un mois après la sortie de Zombie, il y a eu dans les magazines, dans trucs de relais presse où il y a des films des fois pour 10 balles quoi. Et ben, il y avait La Nuit des Morts Vivants. J'étais en vacances, je l'ai acheté, Parfait. je l'ai regardé, je fais ah ouais c'est bien. Mais t'as quand même eu une photo de Romero qui Oui. tenait Zombie la blonde et la beauté le cool, truc. ça. hein. C'est pour la sortie de Land of the Dead, le dernier de ses films de zombies, pas Ouais. longtemps avant qu'il meure d'ailleurs. Je crois. Ouais, je crois. Et il est au cinéma, au Grand Rex, pour l'avant-première. Et il y a un commercial d'Asmo, je crois, peut-être pas un commercial, je ne sais plus qui c'est, en tout cas, qui est venu avec une boîte. Et à la fin, il monte sur scène, il lui tend la boîte et il fait une photo avec le jeu. Donc j'ai une Ah non, mais photo c'est ouf, de. cette photo, elle ouf. est ultime. Ah ouais. Trop bien. Et c'était On trop doit- chouette. On doit la retrouver. Ouais, encore. sur BGG, elle est. Bon, je Trop chercherai bien. après. Ouais. Mais c'était vraiment un moment chouette parce que moi j'ai découvert l'univers des zombies par hasard, quoi. C'était rigolo. Trop bien. C'est une belle histoire. Et transition zombie, Marcy Case. Ah oui, Marcy Case. Alors, Mais oui. ah oui. L'un, sinon le meilleur. Pour moi, le Scénario meilleur, de mais Time Story. Je les ai pas tous Estella faits. Drive est très très bien. Oui, c'est vrai, il est chouette. J'aime aussi. beaucoup Je Estella l'ai pas Drive. fait. Pour moi, ça restera Marseillais du coup. Et donc, alors pour l'histoire, c'est encore plus long. Mes histoires sont de plus en plus longues quand je vieillis. Ouais. Faut savoir qu'au boulot, quand je te raconte des histoires, il y a des collègues qui font des parasites parce qu'ils me disent que je suis vieux et que donc il faut le filtre avec les parasites, D'accord, l'image noir et blanc et tout. Ils se moquent de moi, c'est chiant. Donc j'ai démarré à Ubi en 2000 sur Rayman 3 et un testeur, il y avait un petit jeune testeur qui s'appelait Manuel Rosoy, qui est devenu l'auteur de Time Stories donc. Tout à fait. Et beaucoup plus tard, on s'est liés d'amitié, on a joué à Euphrate et Tigris. Notre premier jeu ensemble, c'était Euphrate et Tigris. C'était rigolo. De Knizia. De Knizia. Chose rigolote avec Manuel Rosoy, si vous jouez un jour avec lui, il dit ah j'ai acheté un jeu, c'est génial, le premier sur BGG, faut y jouer. Moi je connaissais pas grand chose encore à l'époque. On arrive, il pose la boîte sur la table, totalement pas ouverte, et il dit qu'il lit les règles. Donc j'ai lu les règles pendant que tout le monde s'amusait et tout. J'ai lu Avec les règles. avec et les après, on a conflits joué. internes, externes et tout. Là, Ah, c'est- j'en ai bavé. Et puis il faut savoir que quand Nicolas est sur un festival, dans un week-end ou quoi que ce soit, c'est parfait, tu lui confies des règles. J'adore lit ça. toutes. Il les lit toutes et il les explique bien en plus, donc c'est bien. Et donc avec Manu, on a beaucoup joué après, c'était chouette. Et des années plus tard, un jour, il s'occupait aussi du concours de Boulogne-Billancourt. Et quand il a arrêté, il a dit j'arrête, maintenant je peux faire mon jeu. Parce que tant que j'ai fait ton concours, il voulait pas. D'accord. Et on arrive sur un week-end, il dit vous allez jouer à mon jeu. Mhm. Et 3 heures plus tard, je vais le voir, je dis Manu, on joue quand? Et il y avait une grosse boîte, il y avait des cartes, il triait les cartes, il dit je m'en sors pas, tout est mélangé, donc on n'avait pas pu jouer. Et la semaine d'après, on a pu jouer à Time Story, je dis ah c'est cool. Et j'ai rejoué un peu pendant les différentes étapes du développement, et puis un jour je lui dis mais Manu, t'as pas joué à ton jeu encore toi? Tu ne connais pas les sensations et tout, donc ça t'aiderait de jouer, donc je vais te faire un scénar. Trop bien. Donc je lui ai fait un scénar en une semaine, j'ai fait le truc, c'était pas terrible, mais il a pu jouer. Et puis un jour ils m'ont recontacté, il m'a dit bah on va le mettre dans le jeu.
D'accord. Donc j'ai bossé avec Manu et Seb Pochon. Seb Pochon, auteur suisse de talent. Tout à fait. Et éditeur. Et éditeur de. Il a bossé chez Space Cowboy. Non, il bosse toujours chez Gameworks, je crois. Gameworks existe. Je sais pas si ça existe encore. Ouais, peut-être pas. Mais oui, En tout cas, il fait beaucoup de jeux en ce moment avec Monsieur Critin et Monsieur Larger. Oui, l'Artichon. C'est ça. C'est vrai. En tout cas, c'est un auteur de talent et quelqu'un de super sympa. C'était très chouette de bosser avec lui. C'était 2 heures de Skype assez régulières, presque tous les soirs, pour finir le scénar. Et c'était vraiment chouette. Super. Et c'est un scénar avec des zombies. Ouais. Parce que c'était la blague, c'était de venir faire des zombies, quoi. Bah oui. Et c'est vraiment un scénar qui est top en plus. Ouais. Après, il y a eu Octorage aussi chez nous. Alors il y a eu Octorage. Un jour, il y a un petit jeune qui est venu me voir, Florian Grenier, et il m'a dit j'adorerais qu'on fasse un jeu pif paf, pas prise de tête, où on s'en met plein la tronche. C'était à Cannes. C'était à Cannes, effectivement. Cannes 2017, je crois. Ouais, on était au soleil et paf, t'as sorti ça. Et puis une semaine après, t'avais envoyé une première idée. Et je pense que 15 jours après, on avait un jeu. On se marrait bien tout à fait. À se faire courser par l'Octorage, quoi. C'est ça. Ouais. Ce jeu avait un top succès autour de nous dans tous les tests qu'on faisait. C'était vraiment très cool. Mais sorti en plein été après Super 4, Super 4 l'a bouffé complètement. Les chats ont mangé l'Octorage. Alors que les premiers tests qu'on faisait en boutique, on était allé en boutique avec notre Super 4 et Octorage, on montait aux gens, et en fait on disait Octorage on va vous en prendre, mais Super 4 on n'est pas sûr. Ils me disaient ça les boutiques. Et en fait finalement c'est complètement l'inverse qui s'est passé. Comme quoi. Ouais. Il y a eu quoi d'autre encore? Il y a eu les jeux chez Kif Édition, on va en parler après. Oui, de toute façon, on va faire ça. Non, après, c'est que les jeux chez Kif, t'as pas. J'ai réfléchi, mais ouais, je crois que oui. D'accord. Ouais, je pense. Ouais. C'est déjà pas mal comme jeu. Bah oui, c'est pas mal. Donc en 2018, vous créez Kif Édition. Ouais. C'est ça. Alors en fait, Pierrot, ivre mort à Cannes, dit et si on faisait une boîte d'édition? Non, c'est pas la vraie histoire. J'étais pas vraiment. Il était à jeun là. En 2017, je suis pas sûr que j'étais à jeun parce que c'était. Alors, c'est 2017 ou 2018? C'est 2017. En fait, 2017 du coup. Parce qu'en fait, moi en début d'année 2018, je t'appelle en disant. On monte une maison d'édition avec Céline. Et toi, tu fais, nous, on fait pareil. C'est un peu ça. C'est trop cool. En fait, je rencontre Nico. Il dédicace City of Horror donc à Essen 2012. Moi, je dédicace River Dragon. Il s'avère que il est sur le trajet pour moi je faisais beaucoup de post-clop entre les dédicaces et tout, et donc je l'embarquais avec moi parce que je l'avais trouvé sympa et on discutait. On a fait beaucoup d'apéros ensemble cette Essen-là. Ouais, je me rappelle de vous deux. Souvent joyeux, très joyeux. Et je lui donnais des cours pour ses illustrations de ses dédicaces. Voilà, il n'était pas très doué, je lui montrais comment faire. Et on a sympathisé cette année-là. On s'est jamais plus quitté parce que je pense qu'après on a fait quasiment tous les festivals ensemble. Ouais, les Cannes et les Sons. Ouais, Cannes, je me rappelle d'un Cannes, je pense que c'est celui-ci où Kif est né, c'est-à-dire que Nico et Gwen, donc son épouse, ne devaient pas venir parce que tu n'avais pas d'actualité. Tu m'avais dit ouais, cette année je viens pas et tout, et j'avais dit non, je m'en fous, tu viens, on prend. Et j'avais réservé une chambre de plus à l'hôtel pour qu'on puisse être ensemble. On avait une super terrasse, une belle bromance. Voilà. Oui. Ah oui, non, mais c'est un. De toute façon, c'est pas un secret. Nico était le témoin de mon mariage et Gwen était la témoin de Kika quand on s'est mariés. Donc le mari de ta femme. Et il a failli être le mari de ma femme parce que on pas fait signer les bons papiers. Voilà, ah non, attends, c'est vrai. Ça. Oui, c'est vrai. Nico a failli épouser Kika dans un moment d'égarement administratif. Moi dans la case mariée, ils avaient inversé. Voilà. Non, c'était pas mal. C'était pas mal. C'est beau ça. Tu sais que quand c'est administratif, c'est relou ça. Tu fais pas sauter le truc. On y a échappé belle. Il faut relire. Mais j'aurais été obligé d'épouser Gwen, enfin c'était compliqué, enfin bref, c'était vraiment toute une histoire folle. Et donc on est à un Cannes, et donc on a un hôtel qui est juste à côté du palais, et on est à une terrasse qui est super, qui est très confortable, et surtout on n'avait aucune envie d'aller jouer sur le festival. Moi j'avais très peu d'obligations de dédicace, je faisais genre 2 heures par jour, je pense, un truc comme ça. Donc pendant les 2 heures où j'étais en dédicace, eux faisaient le tour du salon, récupéraient des jeux, dont Fugiflush. Et on a passé notre Cannes à jouer sur la terrasse, à manger tranquille, on faisait des steak and shake, on n'arrêtait pas. Enfin bref, on a passé notre Cannes sans être à Cannes. Okay. C'était nickel. Et un soir, Nico nous fait essayer un jeu, un proto. Et comme on faisait souvent quand on se voyait, il me disait alors ça, je le présente, à qui je le présente? Et là, quand même, je regarde cette table et je pense pas qu'on puisse dire que j'étais à jeun ce soir-là, c'est pas possible. Non, c'était le soir, donc aucune chance. Aucune chance que l'apéro était déjà entamé. Et en fait, Erika, donc qu'on appelle Kika souvent, donc je vais souvent confondre, était éditrice de bande dessinée. C'est comme ça que je l'ai connue, à l'atelier Godferdom, là où il y avait l'Enfance de 3, Troll de 3, etc. Gwen est comptable. Nico est auteur de jeu, je suis illustrateur. Et je me suis dit, mais on a vraiment une team en fait complète. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment. Après, bon, c'est un peu naïf de croire que c'est une team complète, parce qu'après il y a d'autres personnes qui doivent rentrer en jeu, mais ça fait déjà une bonne base. Tout à fait. Et c'est là où j'ai dit, mais
ton jeu, on l'adore. Moi, je suis chaud, quoi. Et on s'est tous regardés, on s'est dit, ouais, allez, go. Ok, et donc c'est TTV Show. Voilà. Ouais, c'était TV Show. Parfait. J'ai quand même été le présenter à d'autres éditeurs. Ouais, on sait jamais. Qu'on dit non. T'avais quand même. Non, j'avais juste repos, parce que j'avais promis de montrer des jeux. Mais après Cyrano, il voulait pas faire des jeux d'impro. D'accord. Et voilà, donc c'était tout, mais on l'a fait ensemble, c'était cool. Tout à fait. Et le jeu est sorti en janvier 2019. En janvier 2019. Ouais, janvier 2019. Ouais, c'est ça. Une semaine avant Dany, je crois. C'est ça. C'est comme ça. C'est ça. Après Dany. Et puis du coup, à Cannes, on a fait notre premier Cannes ensemble en tant qu'éditeur. Tout à fait. Avec TV Show et Dany, c'était vraiment très chouette. Et puis ok, en fait, nickel. Merci, Ouais. au revoir. Non, j'ai ce pas le rebond du coup. Ce Cannes, il est important pour nous. Ouais, dis-moi. Parce que c'est notre premier festival. Donc Kika organise tout le festival, les PLV, les machins, enfin toute la logistique. Moi je suis un peu con, je dis on fait TV Show, donc j'ai acheté une vieille télé cathodique ancienne, j'ai viré dedans, j'ai collé un écran, j'ai mis un trailer, c'était n'importe quoi, j'ai même mis une caméra pour prendre les gens en photo. C'est vrai. Le goodies, on prenait les gens en photo, on les collait sur les cartes du jeu pour qu'ils soient personnages du jeu, enfin... on a bien déconné. Quand même. Ouais, on avait essayé. C'était drôle. Bah ouais, trop bien. On était jeunes, on avait de l'énergie. Voilà, on a mis beaucoup d'énergie. Et on s'était jamais posé la question du deuxième jeu. Pas du tout. Vous avez jamais. On avait un jeu. Moi, je savais qu'il fallait pas continuer à faire mes jeux parce que bon, c'est dur de faire ces jeux. On n'a pas le recul. Enfin, même si on a 3 autres personnes qui peuvent avoir du recul, mais c'est pas évident. En fait, c'est très difficile aussi de. Quand tu fais le jeu de quelqu'un d'autre et que tu y crois, tu peux très bien dire c'est le meilleur jeu du monde. Quand c'est ton jeu à toi, même si tu y crois, même si tout le monde t'a fait des super retours, c'est difficile. Dire c'est un bon jeu, bien sûr. Enfin, tu sais, c'est compliqué de mettre en avant quelque chose que tu as fait avec les qualités, avec autant de force que quand c'est quelqu'un d'autre. Enfin, j'ai l'impression. Non, mais après, le projet est devenu collectif. Tout le monde se l'a approprié, des règles, au matos, au machin. On a tous bossé sur un peu tout. Mais voilà, il y a ce petit côté-là, quoi. Non, puis c'est surtout que on a un peu essuyé les plats sur ce jeu parce que c'était la première fois que Nico était auteur d'un jeu et propre développeur en fait au final, parce que mine de rien, avoir toujours un éditeur avec toi, ça te remet en question, ça te refait travailler des trucs, ça te met des points sur des trucs que tu n'avais pas forcément vu ou que tu n'avais pas forcément de recul avec. Moi en tant qu'illustrateur c'était pareil, c'était la première fois que qui me faisait des retours, c'était Gwen, Nico et Kika en fait. Donc du coup assez peu de retours autres, et du coup oui, on a fait des choix qu'aujourd'hui je ne referai pas. On a appris, et ça c'est bien. Voilà, en fait, faut toujours apprendre. Derrière, donc TV Show, donc vous n'avez pas de jeu pour l'instant. On n'a pas de jeu, mais on a des copains. Ouais. Ça c'est bien. C'est utile. Et il y a Corentin Lebras, auteur de Far West, que j'ai joué hier et que c'est très bien, achetez-le. Avec Yoann Goupy. Johan Goupy. Tu me l'ôtes de la bouche, Johannes. Non. Il va te démonter. Ah ben bon, c'est qui m'a dit qu'il fallait dire ça? Quelqu'un qui m'aime pas. C'est toi qui m'as dit qu'il fallait dire Johannes. On me l'avait dit, quelqu'un me l'a dit. Non, c'est Yoann. Faut retrouver. Donc Johan Goupy, excellent jeu, achetez-le. Mais aussi auteur de Trek 12, Corentin, avec Bruno Catala. Et Yoann Goupy, auteur de Roa avec Théo Rivière. Non, mais tant qu'à faire. Et Théo Rivière. On va tous les citer là. Et Théo Rivière donc, et Corentin Lebras, les deux, viennent me voir sur le stand et nous disent on a peut-être un petit jeu pour vous, ça pourrait être sympa. Alors, ils me préviennent, c'est un jeu qui a été refusé par tous les éditeurs. Eux, ils y croient dur comme fer. On essaye. Je pense que j'ai été le pire éditeur du monde, parce que j'ai fait la gueule à peu près pendant toute la partie. Parce que les cartes me demandaient de chanter la Marseillaise en faisant de la beatbox et en faisant le salut militaire. D'accord. Ouais. Je déteste chanter devant les gens et faire de la beatbox, moi je sais pas faire. Donc j'étais assez mal à l'aise, mais je trouvais leur jeu chouette. Ouais. Alors si tu leur demandes, ils vont te dire que j'ai fait la gueule et que j'ai pas aimé leur jeu. Mais j'aimais bien l'idée, je trouve qu'il y avait quelque chose, mais j'aimais pas les gages. Ouais. Donc moi dans ma tête, tout de suite, faut changer toutes les cartes. Donc on voit le truc, j'embarque le proto et on n'y joue pas. Non, on n'y a pas joué. Pardon. On n'y a pas joué, et je sais plus pourquoi on n'y a pas joué. Parce qu'on n'avait pas le temps, parce qu'on était crevés le soir et tout, j'embarque le proto. Ouais. Et une semaine après, on est chez mes parents. J'ai le proto, mais j'ai changé les cartes. J'ai viré celles qui me plaisaient pas. J'ai refait d'autres cartes, puis avec l'accord des auteurs. Bien sûr. J'ai changé certaines cartes en d'autres trucs, pas forcément mon d'ailleurs, et j'ai fait jouer mes parents. Et au bout d'un moment, ils pleuraient de rire, mais ils pleuraient de rire. Donc là, j'ai dit, il va falloir qu'on le fasse. Une semaine après, on est à Ludinor, et on a fait jouer le jeu. Ouais. Tout le temps. Ok. Tout le temps. À un moment, il y a une grand-mère qui vient avec des petits-enfants et dit, c'est là le jeu où on rigole beaucoup. Donc là, on a appelé Pierrot Ricard, on a dit, faut qu'on le fasse. Puis il y a Théo qui est passé, on a dit, on le fait.
Et on avait le proto dans notre sac et on était chez des copains et on a dit attends, il faut vraiment que j'essaie parce qu'on n'avait jamais trouvé le temps, on était vraiment dans la sortie de TV show, enfin voilà. Oui. Et donc du coup là on fait, je prends le proto brut parce que moi j'avais pas la version encore que vous avez retravaillé, donc j'avais enlevé quelques cartes, Nico m'avait dit ça, enlève ça. Et effectivement ça avait fait marrer tout le monde, on a dit aucun doute, il faut le faire. Je veux juste revenir sur un truc que vous faites beaucoup et que c'est vraiment l'opposé de ce qu'on fait, mais il faut être beaucoup tester vos protos en avant-première assez longtemps avant les sorties, je trouve, sur les salons, à chaque fois. Enfin, comme là, c'est un exemple. Et c'est que nous, on a du mal à faire ça pour se focaliser sur nos sorties, où en fait, on se cache, en fait, on garde le truc un peu secret jusqu'à que ça arrive. Et puis là, nous, on a un culte du secret qui est très faible. J'ai kiffé l'édition. On essaye de l'avoir, mais non. Ouais. Alors après, pour des party games sur les salons, c'est quand même bien de tester. C'est piège. TV Show, c'est l'horreur, et c'est un jeu qui marche super bien en salon. Ouais. On a les tables qui sont tout le temps pleines, les gens achètent le jeu derrière et tout. Et en boutique, le jeu n'a pas marché. Ouais. Donc c'est pas non plus une prise de température qui marche vraiment bien. Ouais. Mais par contre, nous, ça nous permet de voir s'il y a du potentiel. C'est Marc Numes qui dit, quand tu es éditeur, il y a une règle pour savoir si tu édites un jeu, est-ce que tu as envie de jouer 10 parties ? Est-ce que tu as envie de le faire jouer à 10 personnes ? Et ben un festival, c'est la bonne occasion de voir si toi, au bout d'une journée, tu n'en as pas ras le cul. Et si tu as toujours envie de le faire découvrir. Et fou, c'est simple, j'ai encore envie de le faire jouer à plein de gens aujourd'hui, donc c'était une vraie réussite et ça nous a conforté dans le truc, quoi. Ouais, et donc fou, ça sort en septembre 2019 et c'est un gros carton. Super démarrage, pour deux raisons, le jeu est très bon. Ouais. Le jeu est très bon. Il est très bien édité. Et Corentin et Théo ont hyper bien bossé. Et Pierrot a eu une trouvaille de génie pour la DA. Avec ses personnages blancs là. En fait, c'est un jeu qui a été illustré 2 fois. La première fois que je l'ai illustré, comme je travaillais sur un projet qui me mettait pas bien, j'avais besoin de me détendre. J'adorais ce jeu, donc j'avais illustré le jeu très très vite. Et on le fait jouer à Strasbourg au festival des Bretzels et des jeux. Oui, on était à côté. On était à côté. On partageait la tente, je crois. Oui, tout à fait. Et c'est Benoît Forger joue au jeu et il dit par contre, il faut vraiment changer la DA, quoi. Et je fais bon, et donc il m'explique que ça va pas du tout, mais que je suis peut-être pas la personne pour illustrer le jeu. Et là à ce moment-là, on est un peu speed, on n'a pas trop le temps d'aller chercher quelqu'un d'autre, etc. Et je fais des tests et en fait, en essayant un truc, je fais comme si on est au téléphone, vous savez, quand on gribouille, qu'on est au téléphone, qu'on est en train de remplir le magazine ou un truc comme ça. Et je tombe sur ce bonhomme ligne blanche. C'était un personnage très simple. Ouais. Et du coup, bingo, c'était ça, quoi. Parfait. Et du coup, ça a pris 2 jours pour l'illustrer, je crois. Et donc la DA et puis le jeu de Théo et Corentin qui est super bien, ça fait un petit jackpot qui marche bien. Et c'est un jeu qu'on vend toujours bien aujourd'hui et qui, sans ce jeu-là, il n'y a pas kiff, quoi. Donc on profite pour remercier Théo et Corentin, quoi. Je me rappelle de votre Cannes 2020 qui était aussi énorme là-dessus, quoi. Il y avait, ils ne remplissait pas votre stand. Foufou avait vraiment, tu vois, sorti en 2019, mais en Cannes 2020 il était encore à fond. Pour Cannes c'était encore une nouveauté. Ouais, c'est ça, c'est top ça. Ouais, puis c'était un jeu c'est un jeu où les gens rigolent tellement, ça attire un monde de fous, ça se joue instantanément, voilà. Puis le jeu s'explique en exactement 40 secondes et encore si tu prends ton temps. Et c'est là qu'on a vraiment défini ce qu'on voulait faire chez Kiff. Ouais. On n'a pas vraiment de ligne éditoriale, mais on veut des jeux qui soient le plus inclusifs possible, que tout le monde puisse y jouer. Ouais. Petite anecdote, sous le proto, il y avait marqué sur chaque carte, quand un joueur pioche une carte, il fait ceci, etc. Donc c'est un jeu totalement exclusif pour les femmes. Voilà, c'est un joueur, tout est au masculin, etc. Et nous, on l'a dit aux auteurs, ça s'est transformé à quand une personne pioche une carte, etc. Et c'est vraiment le truc qui est important pour nous, c'est voilà, ton jeu, tu dois pouvoir le jouer avec tout le monde. Personne ne doit se sentir exclu. Alors quand tu fais un gros jeu, tu sais qu'il y a certaines personnes qui pourront pas y jouer, mais c'est pas grave, c'est dans la promesse du jeu. Mais au sein de notre promesse, on veut que personne ne se sente exclu d'y jouer, quoi. Et je me mets à la place de certaines personnes qui vont criser en entendant ça, mais je suis retombé sur une vieille boîte de Gang des Traductions avant de Serge Lager et je crois que c'est Monsieur Munoz, le co-auteur de Serge. Oui, c'est Munoz. Et en fait, c'est assez rigolo parce que donc c'est écrit en français et italien. En italien, c'est écrit joueur. Par contre, en français, c'est écrit un jeu pour 3 à 5 personnes. Donc ils utilisent la personne et ça posait aucun problème à personne. Voilà. Mais voilà, ça me fait marrer parce que certaines personnes n'aiment pas qu'on utilise personne à la place de joueur parce que voilà, nous a beaucoup remercié de l'avoir fait. Bah oui. On a essayé plein de versions avec le point médian, avec les joueurs ou joueuses. Tout était chiant à lire et ça passe très bien. Ouais. Et c'est quelque chose auquel on a réfléchi. J'ai d'autres anecdotes un peu rigolotes, moins rigolotes. On avait une carte, c'était à la fin de mon tour, je dois me lever. Et la première fois qu'on testait cette carte sur un festival, ça tombait sur une personne en fauteuil roulant. Allez. Voilà. Allez. Bouffe. On a réfléchi à quelques trucs. Oui. Et donc il y avait plein de cartes, on se disait, faut qu'elles soient jouables par tout le monde.
faut pas que ça soit bloquant. Ouais. Les gens qui aiment pas chanter, les gens qui sont pas mal à l'aise et tout. Donc c'est vrai qu'on s'est beaucoup pris le chou avec Théo, Corentin, même toute l'équipe, quoi, pour faire quelque chose d'accessible. Non, puis surtout, c'était rigolo parce que c'était un jeu qui quand même avait vraiment sorti au moment où les jeux style Blanc-Manger Coco, trucs comme ça, étaient en plein essor fort. Et il y avait un espèce de réflexe, comme c'est des jeux qui sont, mine de rien, on va pas se mentir, assez vulgaires, qui poussent pas mal à la vulgarité. Plein de gens qui s'installaient à Fou nous demandaient est-ce qu'on peut jouer avec les enfants, est-ce qu'il y a on disait, non mais il y a aucune vulgarité. Si les gens, moi je me rappelle, il y avait un gars qui jouait, il y avait une carte quand tu la pioches, tu dis c'est chaud. Ce type, c'était le son d'un film porno, il faisait c'est chaud avec une voix profonde, etc. Donc c'était c'était très ce que tu veux, mais voilà, tu fais rien de vulgaire, c'est toi qui amènes ce que tu veux amener en fait. Et du coup c'est vraiment très drôle. Enfin c'était cool. Je pense qu'il faut miser sur l'intelligence des gens en fait. Ouais. Si on les prend pour des cons, ils resteront cons. Et miser sur l'intelligence des gens, c'est la carte n'est pas vulgaire. Tu peux la faire devenir vulgaire en fonction du groupe de gens avec qui tu joues, mais voilà, on laisse une bonne marge de manœuvre, quoi. Ouais. Et donc après, là vous avez Fou. Après il y a le confinement. Non, pas tout de suite. On avait un jeu à moi qui s'appelle Watt. Oui, Watt, qui est sorti avant le confinement. Ah, juste avant le confinement. Non. Il est sorti à Cannes, non ? Non. Il me semblait pas, moi. Non. Je me souviens plus. Ah oui, il est sorti en plein confinement. Non, il est sorti en plein confinement, en fait, ou à la fin du premier mois de confinement. Je crois. Ouais, en fait, alors il y a eu. Je sais pas, je me trompe peut-être. À Cannes 2020, donc on a Fou. Et on continue à montrer TV Show. On travaille à ce moment-là sur Watt. Ah oui. Juste après Cannes, c'est le confinement. Ouais. Et du coup, on décide de ne sortir aucun jeu en 2020. Parce que c'est le confinement, c'est le bazar, c'est machin, c'est vraiment très compliqué, etc. Et on décide en 2021 de sortir Watt, qui sort le jour où, qui est quand même évidemment un jeu d'ambiance qui se joue idéalement en équipe à partir de 4 personnes, et qui sort le jour où Paris et toute la région parisienne reconfinent. D'accord. Et 15 jours après, on sort l'extension standalone de Fou, qui où là, la France... Plaisir d'offrir. Et où là, toute la France confine à nouveau. Ouais, d'accord. Donc, c'était un très très bon timing, jeu d'ambiance. Ouais, t'inquiète, on a eu un peu pareil c'est ça. pour certains jeux, donc c'est cadeau, quoi. Ça fait mal, ça. C'était cadeau. Mais c'est pour ça que c'était rigolo quand tu disais qu'on a beaucoup testé, on a fait tester en amont dans les festivals nos jeux. Il y a quand même un an qui a complètement sauté. Oui, c'est vrai. Il y a pas eu de festival. Watt, on l'a testé pas mal en festival. Mais pas autant. En amont, mais sur des vieilles versions. Ouais, sur des vieilles versions. Après, c'est vraiment chouette. Le concept, le petit pitch, donc c'est un jeu de Nicolas Normandon, illustré par Pierrot. Et le petit pitch, c'est quelqu'un. Vous mettez. Attends, il y a quelqu'un qui est dans une situation qui est secrète. Je vais pas faire tout le boulot, pitcher, les gars. Il y a quelqu'un qui est dans une situation, donc il y a un espèce de trépied où il y a 6 situations différentes. 3, 9. 3. C'est les objets qu'il y a 9. Il y a 6 situations et 9 objets. Il y a 6 situations, 9 objets. Il y a des situations. Voilà, il y a des situations. Donc, par exemple, coincé dans un ascenseur avec le voisin Gronchon, un don du sang, ou je sais pas, enfin plein de situations possibles. Ouais. Et on a 9 objets sur la table. Une joueuse ou un joueur pioche une carte qui va lui dire dans quelle situation il est. Et il va devoir faire comprendre à son équipe dans quelle situation il est grâce aux objets qui sont posés sur les cartes devant soi. Il choisit des objets qu'il faut pas utiliser, enfin qui lui serviront à rien. Soit qui lui seront très utiles, soit qui au contraire lui seront pas utiles. Tu peux sélectionner entre 1 et 3 objets, et moins tu en sélectionnes, c'est-à-dire si tu sélectionnes qu'un seul objet, tu marqueras 3 points, 2 objets, 2 points, 3 objets, 1 seul point. Voilà. Et donc tu fais deviner aux autres l'endroit où t'es. C'est ça. Et c'est très chouette. Ce qui était cool, c'était que ça marchait en équipe, et qu'on pouvait jouer en même temps sur le même matos, etc. C'était plutôt cool ça. Si on devait le refaire, on ferait pas le chevalet avec les cartes dessus, on ferait quelque chose de peut-être plus simple, plus immédiat sur le setup. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a embêté là-dessus ? C'est le fait que les gens ne pouvaient pas voir à droite. Enfin, non. Ça faisait une grosse boîte. Ouais, ça faisait une énorme boîte. Une petite boîte, un petit peu moins cher. Le jeu n'était pas très cher. Non, le jeu était pas cher. Non, vous avez fait pas cher du tout. Non, le jeu était pas cher du tout, mais la boîte était beaucoup trop grosse et vendait pas vraiment le jeu d'ambiance en fait. Il fallait faire une plus petite boîte. Qui aurait vendu un petit peu plus de trucs, un peu plus immédiat. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a plein de jeux qui sont sortis derrière qui font un peu la même chose. Puis il y en avait avant, on n'était pas les premiers. Mais voilà, on était une grosse boîte et les promesses sur la taille de la boîte, c'est toujours délicat, quoi. Ouais, je comprends. On s'attendait pas à un petit jeu en ouvrant ce gros machin, quoi. Donc il a pas trop marché. Okay. Après, plaisir d'offrir toujours avec Corentin Lebras et Théo Rivière. Voilà, bon, c'est fou. C'est c'est un standalone. Ouais, c'est ça. Qui peut jouer donc effectivement tout seul. Voilà, qui peut se jouer tout seul et être mélangé avec la première version. Ensuite, après ça, donc ça c'est en 2021 finalement. 2021. Dans la même année, on a Titles qui sort l'été ou fin d'été en août. Fin d'été, qui est un mot croisé avec des films en fait. Qui est l'autrice ? Vinka. D'accord.
illustrateur, toujours ça. Non, c'était pas. C'était Alexis Van Merbeek. Parce que c'était du graphisme. Voilà, c'est ça, c'était que plus. du graphisme. Ouais, que du graphe là-dessus. Et l'été, on reçoit un mail des frères Libralesso nous proposant un jeu qui s'appelle La Disparition. Oui. Et ils venaient en vacances, Pierrot et Erika, une semaine après chez nous. D'accord. Et ils arrivent super enthousiastes. Faut que vous y jouiez, c'est super. Et tout, on n'avait pas joué, nous. Donc on imprime le truc et on y joue. Et c'était un jeu, il fallait faire effectivement deviner des mots avec une lettre en moins. Mais il y avait des gages, il y avait plein de choses qui étaient un peu compliquées. Donc moi je leur dis, Il marchait pas surtout quoi. Il marchait pas très bien en l'état. Moi je leur dis, j'aime pas du tout. Je dis à la rigueur, il faudrait mettre un sablier. Alors, je cherche un sablier. Ils le savent les auteurs, tout ça? Ah oui, je leur ai D'accord. raconté. Non, parce oui, que, oui. pas qu'ils l'apprennent pendant le podcast. Non. Même si au final vous l'avez édité. Ah non. J'ai dit, il faut rajouter un sablier. Donc on essaie avec un sablier, puis ça marche pas avec le sablier. Je dis, bah, avec une application, on pourrait faire un système de tir à la corde. Alors je vais coder vite fait l'application un peu à l'arrache, puis on teste. Puis là, je dis, là, ça commence à mieux marcher. Et donc là, on décide de signer le jeu. On explique aux auteurs qu'on aime beaucoup, mais qu'on va changer beaucoup de choses. Et ils sont impliqués dans le développement. Et ça a été super vite. Hein, alors super le jeu vite. lui-même. Le jeu en lui-même, ouais, le développement du jeu en lui-même. Après, l'appli, ça nous a. On a eu des idées. En fait, alors pour la petite histoire, Gwen donc se renseigne sur ce qu'est la disparition, parce qu'on sait que c'est la disparition. C'est un livre de Georges Perec où le livre est entièrement écrit sans la lettre E. Ouais. Voilà. Et ça s'appelle un lipogramme. Un lipogramme, c'est un récit dont on a entièrement enlevé une lettre. Donc Gwen a fait des recherches, nous dit c'est un lipogramme. Et je crois que c'est Nico qui dit lipogramme comme un hippopotame. Et comme on est débile, moi j'ai dessiné un hippopotame de suite qui mangeait des lettres. Du coup, on a fait une appli. Du coup, il a fait dans le proto de l'appli, il y avait un hippopotame qui se déplaçait. Donc du coup, j'ai dit mais il faut l'animer, l'hippopotame il court. Et Nico m'a dit mais tu sais faire. Je sais pas. Oui. Je sais pas, on va voir. Je sais faire des dessins. Voilà. Et donc là, alors, il faut savoir que l'hippopotame, il est animé en 24 images secondes. Aussi bien qu'un Miyazaki, sans le talent. Mais 24 images secondes. Et que Nico m'en a enlevé 1 sur 2 parce qu'il m'a dit c'est beaucoup trop. Et moi, je faisais toutes mes images. Et c'était un enfer. C'était très long. En fait, tu avais 24 images secondes, mais tu en exportais 48. Donc chaque image était doublée. Donc j'en enlevais la moitié déjà parce que ça servait à rien. Puis après, il n'était pas c'est vrai, c'était toutes les demi-secondes. Habitué aux problématiques de taille mémoire, de tout ça. Donc, voilà. Ouais. Après, il y a les apps. Et c'est là qu'on a découvert que Nico faisait très très bien les apps et savait très très bien les optimiser. C'est mon métier de base en fait. Voilà. Nous, on avait découvert ça avec Nida Vélir et le compteur de points qui est fabuleux. Voilà, il est fort. C'était juste avant ça. Nico est très fort. Nico est très fort. Il était très fort, Nico. Faire un compteur de points. Le jeu est très bon. C'est facile quand le jeu est très bon. Non, t'es très fort, Nico. Une app qui fonctionne, c'est Mais voilà, donc Pierrot est sorti de sa zone de confort, nous a fait des hippopotames animés, c'était cool. Nous on a fait des listes de mots, il a fait la boîte en même temps. Enfin, il est sorti en 2021, l'hippo ? Non, mais on a travaillé dessus beaucoup. Attendez, en 2021, donc vous avez travaillé moi je l'ai testé en l'été 2021. Est-ce que vous êtes passé après? C'est ça. On a listé Titles et celui-là, et derrière après. On n'a pas un 4e jeu qui sort. Nipogramme, du coup, il sort en septembre 2022. Non, il sort. Vous n'allez pas super vite et vous le sortez pas en fin 2021? Non, il y a la pas faire, elle n'existe pas en 2021. Donc d'accord. La pas faire, on sort 1 an plus tard, je pense. Je crois qu'on sort 1 an plus tard, mais on sort en septembre. Title c'est l'été, en septembre c'est l'hippogramme. Mais on sort pas 4 jeux en 2021. J'ai honte. Attendez, j'ai regardé sur internet vos jeux kiffent. Mais attends, j'ai super honte. C'est fou ça. Non, mais il y a une année on sort Watt, effectivement, peut-être pour Cannes. L'année où on sort Watt, on sort 4 jeux, je crois. Parce que comme on n'en avait pas sorti en 2020. Oui. Putain, c'est pas beau, hein. Tu sais qu'on va se faire taper dessus. Attendez, je regarde. Attends. Je regarde ce que vous avez fait. Attendez, c'est très. Donc il y a 13 jeux, ils mettent 13 jeux déjà. Je suis sur BGG. Hein. Ah, moi je suis parti sur MyLudo. En 2021, c'est l'hippogramme, les gars. 2021, l'hippogramme. Non, c'est 2021. Donc vous sortez Titles et l'hippogramme à la suite. Hein. Ouais. Vous bourrinez, hein. Vous bourrinez. Bah ouais, mais on était. Ouais. Bah si. Mais alors c'est en 2020, alors qu'on teste c'est en 2020. Alors que... C'est peut-être en 2020. Oh là là, c'est moche de vieillir et d'oublier les dates. Ouais. Alors attends. Et on a Las Vegas qui vient se Et après, on a Las Vegas qui vient en 2022. Cannes 2022. C'est ça. Donc Las Vegas, un jeu de Ludovic Maublanc, Corentin Leroy et Baptiste Laurent. Parfait. Et on est assez fans des jeux de pli et quand ils ont eu cette idée, ils sont venus nous voir tout de suite. Ouais. Et pas grand chose à travailler dessus. Il y a 2-3 petits ajustements. Et puis après, il y a eu le choix de Simon Caruso. Oui, aux qui a illustré The Loop notamment et Las Vegas. Et ça, c'était assez chouette à faire comme jeu.
Parfait. Et donc on a fait Trax. Après Trax, le gros morceau qui arrive, Trax, le jeu qui doit être un enfer à développer pour un éditeur. Oui, on peut dire ça. Ouais, ça non, mais en fait, vous sortez vachement. Enfin, je dis ça sort vachement de la zone de confort. Tu vois, par exemple, c'est Ravensburger qui fait les enquêtes. Ecos, oui. Si tu veux, c'est une grosse boîte, etc. Ils ont plein de personnes. J'arrive plus à imaginer qu'ils puissent le faire. Une petite société comme vous, avec 4 personnes, qui se lance dans un jeu d'aventure auditif. Voilà. Je pense 10 mois. En 10 mois. Et donc, c'est un jeu de Juan Rodriguez et Christian Rubiela. Voilà. Et illustré par Pierre. Que j'ai illustré, ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que Kif, on est une petite équipe. On a là quand même l'avantage énorme d'avoir un Nico. Et ça, on le dira jamais assez, mais avoir un Nico, c'est quand même pratique. Parce que tant en termes de développement, d'un jeu de société, et par rapport à l'app, parce que Trax nécessitait une app, on a découvert le jeu en octobre 2021, je crois. Lors des Ludendrum organisés par Julien Protière et Alexandre Droit, qui se fait à Romans-sur-Isère. Et c'est Juan Rodriguez qui nous fait, c'est le proto, et quand même nous on teste et on joue à ça, et avec Kika on dit on aime très très fort. Je me rappelle du retour de Valence où j'envoie des messages à Nico et à Gwen et je leur dis on a essayé ça, et je leur pitch le jeu et tout, et Nico me dit bah, vas-y fais-nous envoyer un proto. J'envoie un message à Juan, envoie le proto, etc. Et on a eu le proto assez rapidement en fait. Et là, du coup, Nico pense de suite à l'app, parce qu'il faut une app pour faire le jeu. On aurait pu le faire avec des bandes son, en fait, bête, mais ça aurait jamais été. Les CD, les gens, il n'y a plus de lecteur CD chez eux. Même, il y avait la possibilité de mettre ça sur YouTube. Enfin, eux, ils avaient fait ça sur YouTube. Tu peux mettre un QR code qui t'amène quelque part aussi. Voilà, mais quand t'as pas de connexion, c'est chiant. La connexion, c'était vraiment pas opti. Mais surtout, les auteurs, ils voient une espèce d'urgence, ce qui est pas faux dans l'absolu au moment où ils nous le présentent, c'est-à-dire qu'ils nous disent sinon on avait pensé au son. Plein de gens vont penser au son. Ouais, et vous pouvez faire griller la priorité. Et c'est important d'être pas le premier, mais voilà, de faire sa place. Donc on se met une pression en se disant on a 10 mois pour le faire. Nico dit c'est impossible mais chaud. Challenge accepté. C'était quand même chaud. Faut l'essayer en tout cas. Voilà, on a l'avantage d'être une petite boîte, mais donc d'avoir Nico et de m'avoir moi en illustrateur. L'avantage, c'est que comme je suis en interne, du coup, les décisions sont plus vite prises. Voilà, je sais gérer le planning là-dessus. Et puis, on s'est quand même mis un peu nos races, pour être poli, pendant le développement, parce que ça a été... Puis c'est pas que le développement du jeu, c'est trouver les acteurs, l'ingé son, avoir des créneaux pour illustrer. C'est ça pour moi compliqué. C'est qu'il y a 17 personnes, en fait. Vous avez un Nico pour l'application, et on peut lui faire confiance, mais derrière, il faut trouver, et ça sort vraiment, c'est plus notre travail, c'est compliqué. C'est que des gens que tu connais pas. Qui va faire, comment on fait les voix, qui les fait, l'ingénieur son surtout. Combien on paye? Parce que ça coûte très cher. Je suis désolé, mais là, en fait, ce qu'il y a, c'est que nous, on est habitué à, on paye l'illustrateur, on paye le graphiste, on paye toutes les couches du jeu de société, mais là, vous avez un truc qui n'existe pas, c'est payer le studio, les acteurs, et surtout, encore une fois, dans un temps imparti fort court, et en fait, on a de la chance sur ça. On a une chance. On a une chance folle. On va manger, Kika et moi, chez un copain. Et qui aime nos jeux, qui joue à des jeux, mais voilà, c'est pas un gros joueur. Il joue régulièrement à nos jeux, il aime bien ça. Il est Loïc Nikolov, qui est réalisateur de films. Et il nous demande, et vous, Kif, vous en êtes où? C'est quoi vos projets? Là, on lui dit, mais on vient de signer un truc, on est complètement con, il faut un ingénieur son. Il dit, bougez pas, j'ai le meilleur. Je fais, c'est-à-dire, t'as le meilleur? Il me dit, c'est l'ingénieur son avec qui je travaille, donc il fait des courts-métrages et il bosse pour Les Vestiaires, c'est une série. Ouais. Et l'ingénieur son, ça s'appelle Samy. Il travaille pour Cima, c'est sa propre boîte, Cima Sound Design, et nous dit c'est le type avec qui je travaillerai jusqu'au bout. Mon ingénieur son, c'est Samy, et il adore vos jeux parce que je lui ai offert Foufoufou, il adore Foufoufou. Trop bien. Et là, je vais lui offrir l'hypogramme. Ok, d'accord. Donc il nous donne le contact de Samy qui est à Paris et à Levallois. Je dis à Nico, viens, on va le rencontrer. Et on est allé rencontrer Samy dans son studio d'enregistrement, et on rencontre un mec génial. Ça fait 20 ans qu'il fait ça. C'est ingénieur son. Nico, toi, t'as peut-être déjà vu, toi, à Ubisoft. Parce que voilà, moi, c'est un métier que je connais absolument pas. Et là, le type, c'est fou. Si tu rentres dans un univers que toi, tu n'as jamais rencontré. Ce gars est génial, il est passionnant. Il travaille pour Patrice Lecomte, pour Alain Chabat, pour donc 20 ans de cinéma. Sur IMDb, il y a 150 films sur lesquels il a participé. Okay. Donc évidemment, on se dit, écoute Samy, on va être franc. Il y a un moment où tu risques de nous dire un prix, on risque de te dire que c'est trop cher. 100 000 € la journée. Et en fait, il s'avère que Samy est un personnage formidable et qui adore le jeu. D'accord. Et qui voit là une opportunité de faire son travail comme il aime, mais en vraiment jouant sur le son, c'est-à-dire pour lui c'est sa passion. Et
il se mouille sur le projet vachement. Il est cool avec nous pour le tarot, parce que je pense que on aurait eu du mal. Et du coup, c'est aussi grâce à lui avec qui on rencontre les comédiens, parce que son fils est comédien. Ok. Et ça va tout débloquer en fait. Il nous trouve un studio, il nous trouve tout quoi, avec des tarifs super sympas. Il organise la journée, les jeunes acteurs, ils ont pris tous les scripts, ils ont modifié, ils ont réécrit pour que ça fasse plus naturel. Enfin, on est aidé de partout quoi. Donc là on chouette, c'est un alignement de planètes mais improbable. Trop bien. Improbable. Je suis pas sûr qu'on aurait pu le refaire. Enfin, on pourrait pas refaire 2 fois ça comme ça, je pense. Mais c'était chouette. C'était super. Donc Trax sort en novembre 2022. 2022. Ouais, c'est ça, novembre 2022, parce que vous faites le Cannes avec aussi. Voilà, dans la foulée. C'est ça. En 2023. Donc gros succès. Ouais. Oui, c'est un gros... En tout cas, il y a eu un gros battage dessus, ça a bien marché, bien, etc. Gros buzz. Vous faites pas mal de, France Télévisions. Oui, il y a France Télévisions qui voit le jeu de société. Les médias commencent à s'intéresser de plus en plus aux jeux de société. Là, il y a une petite vague avec les jeux de société audio. Et donc, ils viennent nous filmer. Et puis un jeu où il suffit d'écouter pour pouvoir résoudre une enquête. C'est accessible à tout le monde. Voilà. On n'a pas l'impression d'un jeu complexe. Tout à fait. Ça marche bien. L'app, elle est pensée pour être comme un outil, comme si j'avais un vrai magnétophone devant moi et je pouvais faire avant-arrière. Ça fait pas peur normalement, donc c'est bien aligné quoi. Okay. Et dans les suites de Trax, vous sortez pour l'instant là, pour l'instant, il n'y a rien qui est sorti. Donc fin 2023, vous avez rien. Pour l'instant, 2023, là, on est en août. On a, dès le 1er septembre, on a Differentio, un jeu de Aymeric Dupéret et Victor Saumon, illustré par Pauline Détra, l'illustratrice de Acropolis, et Nayad. J'allais dire son vrai nom, mais c'est beaucoup trop long. Nayad, voilà, Nayad, qui a illustré entre autres Tokaido. Voilà. Et le fin septembre, donc le 29, on a Les Toits de Paris, un jeu de Ludovic Maublanc et Christine Alcouf, et illustré par Christine Alcouf, parce que tant qu'à faire. Ouais. Voilà. Et donc, Differentio, le pitch, il est fou. On met une map au milieu de la table. Un plateau, ouais. Un plateau. On va pouvoir mettre à certaines zones des cartes qui vont pouvoir être changées par un joueur, pendant que les autres ont les yeux fermés, et ils vont devoir trouver la carte qui a été modifiée. En fait, il y a 9 emplacements de cartes. Chaque emplacement vient en 6 déclinaisons, avec des petites différences à chaque fois. Et il y a effectivement une carte qui est changée pendant que tout le monde dort, donc tout le monde a les yeux fermés. Et le premier à trouver quelle carte a été changée gagne le point. Trop cool. Et le principe est hyper simple, hyper chouette. Et Aymeric et Victor nous ont envoyé une vidéo YouTube pendant un confinement, je ne sais plus lequel. C'était 2000, et ce qui était chouette, c'est qu'en 30 secondes, on comprend le concept. Ça a l'air chouette. Bon, ils ont fait l'illustration eux-mêmes du proto, donc c'est très bien. Chouette. Et à la fin de la vidéo. Tu leur as dit ça aussi? Oui, ils le savent, mais ils l'admettent facilement. Et à la fin de la vidéo YouTube, ils nous font jouer à leur jeu. Ouais. Ils nous disent fermez les yeux, hop, ils mettent un écran noir, ils remettent l'illustration, il faut qu'on trouve ce qui a changé. Et on fait putain, on a compris le jeu, on a envie d'y jouer. Ça peut la présentation était parfaite. J'envoie ça à Pierrot et j'ai dit moi j'ai rien à bosser là-dessus, pas de développement que dalle. Les auteurs ils avaient bien fait leur taf, il n'y avait plus rien à changer. Par contre, allez-y les artistes, faut parce que là ça repose énormément sur les illustrations, donc voilà, c'était. Et on est hyper content qu'ils sortent enfin. C'est vrai que Trax nous a fait prendre un peu de retard sur Differentio pour l'urgence qu'on mentionnait tout à l'heure. Et on est hyper content qu'ils sortent là, et il y a des super bons retours. La boîte est magnifique, le jeu est très chouette. On est impatient. Super. Ouais. Et Stop et Toi Paris, c'est un stop ou encore. C'est un stop ou encore. Et de collection de cartes. Ouais, et surtout un jeu d'enfoiré quand même. Oui, bien sûr. Alors il y a des gens qui le jouent de façon gentille. En fait, tu peux faire ça. Arrive. Ils perdront tous. Ceux qui sont gentils perdent à ce jeu quand même. Et donc c'est un jeu donc de Ludo et de Christine. On joue des voleurs qui appartiennent au gang des Pies de Paris. Fin 19e à Paris, on escalade la nuit les toits haussmanniens, on rentre par les balcons et on va essayer de choper des cartes avant que l'inspecteur Rossignol nous arrête. À la Cat Size. À la Cat Size. Exactement. D'ailleurs, si on regarde la couverture du film Cat Size, ils nous ont piqué l'idée de couve de Christine, parce qu'elle est sortie après l'affiche du film. Je n'ai même pas vu l'affiche de Cat Size. Je te l'ai envoyé. Bon, en tout cas, bref. En tout cas, le thème est chouette. Et donc là, vous avez autre chose encore de prévu ou pas? Mais oui. Là, vous avez fin 2023. Non, c'est pour 2024. Et 2024, vous avez quoi? Vas-y. C'est Stop Me or Let Me Go. Un jeu japonais de Taiju Sawada. Tu l'auras jamais. Non. Illustré par l'incroyable Maud Chalmel. Bon, super. Ouais, ça, j'y ai joué. C'est vraiment bien. On s'est bien marré. Ça va être insta-buy. Parce que c'est pas du tout le même style que les deux autres. On est sur quelque chose d'un jeu minimaliste. Très minimaliste. J'ai envie de dire à la Love Letter, même si c'est pas les sensations de Love Letter, mais on a quelque chose, en 2 secondes, on apprend les règles.
Les parties durent 10 minutes et c'est toujours très chouette. Les sensations sont super et ouais, trop bien. Ah, on en est très heureux. Et bon, après, il y a d'autres trucs qui arrivent, mais là, on peut pas en parler parce qu'on n'a même pas de titre. Ok. Donc, c'est trop compliqué. Et pour finir, j'aimerais faire un petit point parce que là, maintenant, vous avez 5 ans d'existence. Donc, au début, il faut se mettre en place, même si vous avez déjà des rôles associés. Donc, là, maintenant, on sait donc Nico Normandon, Pierrot, Gwen et Erika. Les rôles de chacun définis, vous pouvez comme ça permet de les mettre un peu aussi en avant. Ouais, c'est simple. Gwen s'occupe de tout ce qui est contrat. Chiffres, bilan, etc. Tout ce qui est administratif, comptable, j'ai envie de dire pour résumer. Et pour l'instant, moi j'aime bien mettre en avant aussi les choses pour montrer que même si on a des jeux, même si les éditeurs ont des jeux à succès, on reste des petits éditeurs indépendants. Pour l'instant, elle n'a pas de salaire sur Kiff, elle a un travail à côté. Elle travaille à plein temps à côté. La seule personne qui est salariée, c'est donc Erika. Ouais. Qui est la chef des chefs, elle c'est le boss. Ouais. Bah, c'est elle qui a plein temps dessus, et c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est édito, com, fabrication, tout ce qui est mise en relation, enfin voilà, elle s'occupe de la distribution, etc. Nico, toi tu as un boulot aussi à côté chez Ubisoft. Temps plein, oui. Voilà, donc pas de salaire sur Kiff. Et toi, Pierrot, pas de salaire sur Kiff non plus. Non. Tu illustres toujours des jeux pour les autres éditeurs. Ouais, alors oui. Quand les gens n'oublient pas que je suis illustrateur aussi et pas que éditeur, mais parce que c'est problématique. Ça. C'est un peu problématique, mais c'est pas gênant en soi. Enfin, je savais qu'il y avait ce risque-là, ça. Et il y a plein de gens qui me disent mais tu illustres aussi quelqu'un d'autre que Kiff. Je fais bien sûr. En fait, j'ai de manger en fait, les gars. Bah, voilà. Mais ouais, en fait, j'essaye. En fait, Kiff, il y a certains jeux que j'ai illustrés d'abord parce que c'était des jeux que je voulais vraiment illustrer. Watt, par exemple, c'était indispensable. Et puis c'était des jeux qui avaient beaucoup de matos, donc forcément ça crée des gros prix. Tout à fait. Trax, c'était pareil, c'était des conditions de travail qui étaient tellement urgentes qu'il y avait que moi qui pouvais le faire en fait, entre guillemets. Et l'hippogramme, je l'aurais laissé à personne parce que je voulais faire un hippopotame court, quoi. Mais voilà, c'est la majorité du temps, si je peux éviter de les illustrer, je les illustre. Je comprends. Parce que c'est pas le même métier en fait. J'ai envie d'avoir juste une position entre guillemets de directeur artistique et de faire travailler des gens que j'aime ou dont j'aime le travail. Et je comprends. Mais c'est pas mal de montrer aussi que voilà, on est des éditeurs indépendants, on se tire pas des petites structures, et qu'on a souvent encore des boulots à côté. Bien et se lancer en tant qu'éditeur, surtout en plus de nos jours. En 2018, c'était compliqué, mais ça, on a pu se débrouiller. Là, il y avait encore quelques places. Tu te lances là maintenant. Je pense que c'est vraiment très compliqué avec les nombres de sorties qu'il y a. Donc voilà, donc c'était un petit message pour dire que faites attention avant de tout arrêter pour devenir éditeur. Avant de devenir éditeur, auteur, même illustrateur, c'est quand même des métiers qui sont là en ce moment. On va pas se mentir non plus. Le milieu, il y a beaucoup de sorties. La BD a déjà connu ça. Fin des années 90, début 2000. On sait comment ça a fini. C'est sans vouloir, parce qu'on est en plein mois d'août et qu'il fait beau et que c'est chouette, on va pas se déprimer. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Il y a beaucoup trop de nouveautés, beaucoup trop de production. En fait, nos jeux, soit ils marchent, soit ils fourent. Il n'y a plus de petits milieux qui continuent à se vendre en fait. Voilà. Tu peux y arriver sur des jeux un peu bizarres, exemple Cyrano, tu vois, où en fait on n'a pas eu de gros pics, on n'a pas de grosses baisses, ça se vendouille, tu vois, mais c'est sûr qu'il n'y aura sûrement pas de retirage et on va pas faire mais en gros c'est pas un échec non plus, mais c'est pas, tu vois, et ça arrive très rarement en fait. Mais maintenant l'entre-deux arrivera quasiment plus, c'est-à-dire que maintenant il faut être là, il faut que les 2-3 premiers mois on va dire ça se vende bien. Ouais, il faut que les 3 premiers mois ça marque. Sinon les autres jeux passent devant, c'est fini, le jeu est mort, quoi. Mais ça nous a fait ça avec Last Vegan typiquement, on va pas se mentir non plus. Ça, nous Last Vegan, on est sorti, il y avait plein de jeux de plis qui sortaient en même temps. On n'est pas celui qui est resté en fait. Et c'est pas parce que ton jeu est moins bon. Non. Forcément, ça peut être ça aussi, mais là c'est pas forcément ça. Ça peut être juste parce qu'il y a une com plus forte sur un autre, ou parce qu'il y a un accent où il a été plus aimé par quelqu'un d'influent, et à ce moment-là ça fait ressortir le truc, quoi. De plus en plus, c'est un peu la roulette. Voilà. En tout cas, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Enfin, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Continuez à bien bosser, à nous régaler avec vos jeux. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on reprendra sûrement un podcast un jour pour la suite. Pour fêter les 10 ans. Pour les 10 ans de Greux Games et de Kiff. Bien sûr. Allez, on fait comme ça. Bisous. Bisous, bientôt.